BDO. Je suis arrivée avec cette promesse de dire il faut dépoussiérer les RP. On s'est battu pour installer le mot d'influence. D'ailleurs, maintenant, c'est un mot qui est installé. Sur mon secteur, les gens attendent trop longtemps pour partir. Quelle que soit ta singularité, il faut qu'il y ait une empreinte, il faut qu'il y ait une trace. Il ne faut pas qu'on s'ennuie, quoi. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Darrieutor, entrepreneur engagée, figure incontournable du conseil en influence et en gouvernance. Fondatrice d'Elan puis The Arcane, elle a marqué le monde de la communication en défendant une vision responsable, éthique et tournée vers l'impact. Présidente d'entreprise et progrès, cofondatrice du siècle des femmes, auteure du livre Le temps des leaders pop, Marion milite pour un leadership nouveau, des dirigeants populaires, ouverts et politiques, capables de mettre leur voix et leur pouvoir au service du bien commun. À travers The Arcane, elle accompagne aujourd'hui des dirigeants et des organisations pour influencer autrement et gouverner autrement. Dans un monde traversé par des crises, des attentes sociétales immenses et un besoin de réinventer le capitalisme, je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Marion. Bonjour Arnaud, merci pour ce descriptif fidèle. Si tu peux déjà commencer par nous dire un peu d'où tu viens, qui tu es, où tu es né, enfin les premières étapes de ta vie, avant de nous dire comment tu es tombée dans ce métier. Bon. Oui, parce qu'il n'y a rien qui me prédestinait à ce métier. Moi, j'ai grandi en province, à Dijon. Et j'ai eu qu'une envie, c'était de quitter Dijon et d'aller à la capitale à l'époque. Moi, j'avais plutôt envie d'être flic ou gendarme ou commissaire de police, c'était mon rêve. Et, pour des raisons familiales. Mon père était magistrat et du coup, j'avais cette envie de justice et de servir l'État. Et je trouvais qu'il y avait un vrai sujet avec les stupes. Donc je m'étais dit, faut que je sois commissaire de police dans les stupes. Bon. Une fois qu'on a dit ça, ça n'a pas du tout marché. Envie contrariée. Et du coup, j'ai fait un truc qui n'était pas vraiment un atavisme familial parce que je suis allée dans une école de commerce. Et moi, j'avais une famille qui n'était pas du tout dans le business et dans le monde des affaires. Et donc, j'ai décidé d'aller faire une école de commerce et après le CELSA, qui est une école de communication. Mais en fait, je suis venue à la communication par la télé, je pourrais dire. Une fois que j'avais mis mes envies de commissaire de côté, en fait, je regardais 2 émissions à l'époque. Les plus vieux se souviendront, il y avait Ambition avec Bernard Tapie, où il arrivait, il était super énergique sur son plateau, et je me disais, mais moi, je veux l'énergie de ce mec. Et puis, il y avait Culture Pub avec Christian Blachasse à l'époque. Et moi, j'avais dit, je veux faire Bernard Tapie et Christian Blachasse. Donc, ça faisait un peu entrepreneur dans la com. Voilà, donc c'est comme ça que l'idée est née. Et je ne le suis pas devenue tout de suite, parce qu'on ne devient pas entrepreneur comme ça, il y a des déclics. Moi, il m'en a fallu un. Je pense que c'était dans ma tête, mais je n'avais pas forcément l'audace, la connaissance pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, je savais, à un moment donné, l'envie de travailler dans le monde de la com est peu à peu arrivée. Tu te qualifierais d'ambitieuse ? Je pense qu'il y avait cette envie de quitter Dijon. C'était un peu mon truc. Je me faisais tellement chier. Voilà. Mes parents le savent, donc je ne trahis pas de secret. Mais il y avait cette ambition d'élévation... pas sociale, mais d'élévation professionnelle et de bouger les lignes d'une ville, d'une ambition. Donc oui, j'assume le fait d'être ambitieuse au sens de me réaliser, de réaliser des choses. En tout cas, je me sentais parfois un peu à l'étroit et j'étais attirée par comme Bernard Tapie, par les profils ambitieux. Avant qu'on arrive à ta volonté d'entreprendre dans le secteur, mais qu'est-ce qui t'intéressait ? Je ne sais pas si on peut parler de fascination ou de... Si, il y a un truc qui m'intéressait et c'était vraiment la marque de fabrique de Christian Blachasse à l'époque, c'est l'idée. J'étais fascinée par le processus d'idéation. Comment on part d'une intuition, comment on fait le lien entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, les gens qu'on rencontre. Et tout ça, tout d'un coup, il y a un processus créatif qui se met en place, soutenu par une intuition, et tout d'un coup, ça donne une idée. Et une idée qui tue
en très peu de mots, en très peu de phrases, et tout d'un coup, il y a une illumination. Donc, en fait, finalement, moi, ce que j'ai aimé dans la communication, c'est pas forcément la campagne publicitaire, parce qu'à l'époque, c'était les grandes années de la pub, avec Séguéla et tout ça. Mais moi, c'est pas mon métier. J'ai pas choisi cette voie-là. Mais ce que j'ai gardé de cela, c'est la créativité. C'est d'aller chercher l'idée pour mes clients. Après, c'est devenu ça, pour faire en sorte que chacun puisse exprimer sa singularité. Comment est-ce qu'on entreprend dans un secteur où il y a déjà des acteurs? Comment est-ce qu'on se différencie? Enfin, tu vois, à quel moment tu te dis qu'est-ce qui me manquait finalement qui fonctionnait pas dans ce secteur, qui t'a amené à te dire je peux entreprendre et potentiellement faire quelque chose de différent? Moi, j'avais toujours, comme je te le disais, eu envie, mais j'avais pas de modèle et j'avais pas l'environnement familial. Mais je l'avais toujours eu en tête et je m'étais toujours interdit de le faire parce que c'est un rapport au risque qu'il faut avoir. Et moi, je crois que j'avais pas vraiment le rapport au risque. Et la vie a fait que j'ai eu un épisode familial difficile qui m'a fait dire qu'on n'avait qu'une vie et qu'il fallait la vivre à fond. Et le jour où cet épisode familial est rentré, s'est réglé, du jour au lendemain, j'ai quitté mon job et j'ai créé ma boîte. Et donc, c'était Élan, en me disant, on n'a qu'une vie. Et si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et l'envie d'entreprendre, elle est née d'une énergie vitale, presque une énergie de survie, où en fait, je me suis dit, il ne faut aucun regret dans la vie. Et j'ai créé Élan, mais comme une... je me souviens, j'ai démissionné, j'ai même pas demandé mon chômage, je suis partie du jour au lendemain, je ne savais même pas ce qu'était un extrait KBIS, j'avais pas d'argent, je sais même pas avec le recul, enfin c'est un truc de fou, c'est totalement naïf, c'est audacieux, c'est un peu fou d'ailleurs maintenant que j'y repense. Et puis j'ai appris, j'ai signé un bail, j'ai ouvert un compte en banque, mais il n'y avait rien, j'ai commencé toute seule, voilà. Donc, et je me suis beaucoup interrogée sur les ressorts de la création d'entreprise, notamment chez les femmes, parce que je ne sais pas si c'est genré, mais parfois il y a un rapport au risque qui est difficile. Mais moi, il a fallu que j'aille chercher le risque pour me montrer que, avec un peu ce vertige, qu'on peut avoir... si on se met en risque, ça donne une niaque de dingue. Et voilà. Et donc, moi, l'envie d'entreprendre, elle est née comme ça. Et je dis toujours aux femmes qui veulent entreprendre, faut être débarrassé du rapport au risque. C'est important. Donc, Élan, tu l'as créé, tu l'as développé et tu l'as cédé à terme. Je l'ai créé. Tu peux nous parler qu'est-ce que tu faisais avec Élan? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? En fait, Élan, on se crée en 2008. Donc, je crée en 2008, 6 mois avant la crise financière de septembre 2008. Et en fait, j'arrive sur le marché avec une promesse un peu punk et pas très conservatrice, qui était de dire les RP sont mortes, vive l'influence. Pour dire, ce marché est un marché très traditionnel où il y a des attachés de presse qui parlent à des journalistes, mais on rentre dans une autre ère qui est l'influence. Et pourquoi je disais ça à l'époque? Parce qu'en 2008, c'est l'arrivée du premier smartphone, premier Apple. Et en fait, du coup, avec l'arrivée du premier Apple, ça a été le début de ce qu'on a appelé ensuite les réseaux sociaux. Et donc, Élan a été l'une des premières agences, la première agence sur le marché DRP, à recruter un blogueur. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, on est arrivé avec une très grosse promesse d'innovation. Et donc, je suis arrivée avec cette promesse de dire, il faut dépoussiérer les RP. Il faut dépoussiérer ce marché. Ça n'a pas plu à mes confrères. En plus, j'étais une jeune femme. Je crois que j'avais moins de 35 ans. Et donc, c'est vrai que c'était un peu punk parce que j'arrivais avec un truc un peu audacieux qui bousculait un peu les lignes et qui réveillait tout le monde. Mais on s'est battu pour installer le mot d'influence. D'ailleurs, maintenant, c'est un mot qui est installé. Et puis, on faisait cela, c'est-à-dire que on rendait les marques et les entreprises plus connues, d'abord dans les médias, parce que c'est le métier des relations presse, mais aussi ce qui est devenu les réseaux sociaux et aussi les conférences. Voilà. Donc, ça a été le début de la mutation de notre métier. Où on a utilisé tous les leviers de l'influence, et à l'époque, les influenceurs n'existaient même pas. Et à l'époque, tu veux dire que les stratégies de communication des entreprises, c'était essentiellement presse, pub? Oui. En fait, il y avait la pub, le marketing direct et la presse.
Mais c'était l'époque des grandes campagnes. Donc les RP, les relations presse, étaient le parent pauvre de la com. Et moi, je n'ai eu de cesse de démontrer que notre métier était stratégique, que c'était un métier de fond, que c'est bien d'avoir le 06 des journalistes, mais que ça ne suffit pas. Donc moi, je me suis vraiment battue pour donner ces lettres de noblesse à ce métier. Pourquoi l'avoir cédé ? Quand j'ai créé Élan, il y a un de mes mentors qui m'avait dit « On sait toujours quel est le bon moment pour créer, parce que c'est ton moment, mais tu sais jamais quel est le bon moment pour vendre. Et on te dira toujours que c'est le mauvais moment, mais il n'y a que toi qui sais quand c'est le bon moment. » Et moi... Ce mentor, c'était c'était Denis Terrien. C'est Denis Terrien, Mmh. qui est aujourd'hui président de l'IFA, qui m'avait dit ça. Et en fait, j'ai cédé pour une raison rationnelle, qui était de dire que Élan, on avait fait Paris, Londres et Bruxelles. Donc tu vois, moi j'étais hyper fière. J'avais sur ma carte de visite 3 bureaux Élan. Bon. Mais les clients nous demandaient Rio, Shanghai et Singapour. Parce que la communication devenait extrêmement mondialisée et globalisée. Et moi, je n'avais pas la capacité de gérer une gestion de crise. Je me souviens, Danone, qui avait une gestion de crise sur un yaourt en Chine, je n'avais pas la capacité d'accompagner mon client en Chine. Et donc, je me suis dit, Marion, il te manque le reach international. Et moi-même, dans ma pratique de mon métier, j'étais très franco-française. Très franco-française, et je me disais, il va falloir s'inventer un peu à l'international à un moment. Donc ça, c'est la raison objective. Il y a eu une autre raison qui est que je m'ennuyais et que j'ai pas su me ressourcer en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, ça assèche. On porte les autres, on donne aux autres, on transmet, mais à un moment donné, on s'oublie. Et moi, j'avais pas su créer ce que j'ai créé aujourd'hui, un système de business friends qui me ressource, qui me réénergise, qui me donne envie, parce que parfois on se sent seul quand on est entrepreneur. Voilà. Et je me sentais seule, mais je n'avais pas compris, et ça c'est peut-être très féminin, que je n'avais pas compris qu'il faut oser demander de l'aide et que ce n'est pas un aveu de faiblesse. Donc voilà. Et puis la troisième raison, c'était des raisons familiales, où à ce moment-là de ma vie, moi qui avais pris un gros risque, j'avais besoin de me remettre un peu à l'abri, parce que dans la vie d'un entrepreneur, le risque, il a des hauts et des bas. Il y a des moments où on fait tapis, et puis il y a des moments où, quand on a une famille, faut se remettre... On retrouve un peu la raison. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est pour ça en fait, que j'ai vendu au groupe Edelman, qui est un groupe dans lequel j'avais travaillé, et je leur ai vendu à eux Élan, parce que c'est un groupe familial, non coté, et à qui j'ai vendu non pas pour l'argent, mais pour un très joli projet industriel qui consistait à vraiment former un petit bijou d'Edelman à Paris. Finalement, un dirigeant, combien de temps est-ce qu'il peut rester dans le même projet tout en ayant la même énergie, Le fait de vendre Élan, je m'étais dit que j'étais arrivée au bout de mon élan entrepreneurial. Et en fait, c'est faux. Et donc, j'ai parfois l'impression d'avoir vendu Élan trop tôt, même si, pour les 3 raisons que je t'ai expliquées, je pense que c'était le bon moment. Mais en fait, parfois, je regrette parce que Élan est née en 2008, elle aurait presque 20 ans et elle aurait eu plusieurs histoires, voilà. Mais il a fallu que je me réinvente autrement. Et maintenant, je sais qu'on peut avoir une entreprise et vivre comme une série Netflix avec des saisons, des chapitres, et qu'il ne faut pas attendre un truc linéaire. Voilà. Et comme moi, je m'ennuie assez vite, j'ai cru qu'en vendant ma boîte et en faisant autre chose, j'allais me réinventer autrement. Je pense qu'on peut et on doit se réinventer à l'intérieur de son projet entrepreneurial. Ça, j'ai appris ça. Je me posais la question, comment est-ce qu'on émerge, comment est-ce qu'on développe et même comment est-ce qu'on vend une agence d'influence ? Comment on émerge ? Premier sujet. En fait, pendant longtemps, ce métier, ça a été, on émerge parce qu'on a un carnet d'adresses qu'on monétise. Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, avoir le 06 d'Emmanuel Macron, c'est pas un sujet, tout le monde peut l'avoir. Et moi, comme j'ai grandi à Dijon, tu l'auras compris, et que je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, je me suis fait toute seule et j'ai fait mon réseau toute seule. Donc, quand je crée Élan en 2008, je suis pas connue pour mon réseau. Donc, la façon dont j'ai émergé, c'est par la vision du métier et par l'innovation. C'est-à-dire que quand je dis « les RP sont mortes, vive l'influence », j'arrive avec une vision un peu avant-gardiste à l'époque parce que
je pense que personne ne comprenait ce qu'on voulait dire, mais qui était de dire l'influence demain, ça ne passera pas que par les relations avec la presse, mais ça se passera par d'autres canaux. Et donc cette vision métier, elle était hyper nouvelle, hyper innovante. Et c'est comme ça qu'Elan a émergé. Et c'est ma marque de fabrique. C'est-à-dire que dans tous mes business, que ce soit Elan ou Elan Edelman ou maintenant Arcane, à chaque fois, il y a de l'innovation. Donc l'innovation, ça va être... là, par exemple, on a intégré l'IA assez vite dans nos méthodes et dans nos outils. C'est cette vision du pop leadership. Moi, j'ai énormément processé mon métier. C'est un peu un métier de saltimbanque, en fait, la com. C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent pas de notes, qui sont beaucoup dans l'oralité. Nous, on a tout processé. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de démontrer que quand on suit une méthode, en fait, ça marche. Parce que comme on n'achète pas des pages de pub et qu'on n'a pas un GRP comme en pub, en fait, c'est extrêmement difficile de démontrer les KPI et le ROI de notre métier. Donc moi, en fait, j'ai à la fois innové et à la fois processé. Et c'est avec ce mélange de créativité et de process que je pense qu'on s'est donné une marque de fabrique. Et puis après, je pense que c'est une personnalité. Elan et Arcane, c'est la même chose. C'est une personnalité d'agence dans un métier extrêmement conservateur. Nous, on est un peu vus comme les New Kids on the Block, on n'a pas froid aux yeux. Donc voilà, ça donne une singularité en fait. Qu'est-ce que tu as voulu recréer? Si on parle d'Arcane, qu'est-ce qui manquait dans le marché? Enfin, à quel moment tu t'es dit, là, il y a encore un positionnement pour quelque chose de différent? Arcane 2021, il manque plusieurs choses. Il manque une vision moderne des réseaux. C'est-à-dire que c'est encore en 2021 un marché qui fonctionne beaucoup sur les réseaux traditionnels. Le MEDEF, le Siècle, le Figaro. Sauf que moi, le pari que je fais, c'est de dire il y a une relève de ces réseaux. Il y a des nouveaux think tanks, il y a des podcasts, il y a des conférences, il y a des clubs, il y a les réseaux sociaux. Et donc, il y a des influenceurs. Et donc, les clients, s'ils veulent être influents, ne peuvent pas que parler aux arcanes traditionnels. Et il va leur falloir parler à plein de gens qu'ils ne connaissent pas. Je te donne un exemple. Quand Hugo Clément est arrivé, il a démarré d'abord sur Instagram avec ses combats pour le climat et le bien-être animal. Il a démarré avec ça. Et puis tout le monde, chez mes clients, tout le monde se foutait d'Hugo Clément. Le jour où il arrive sur la matinale de France Inter, tout d'un coup, branle-bas de combat, il passe dans la catégorie journaliste. Mais dans les entreprises, personne ne traitait Hugo Clément. Et Hugo Clément, le moment où il arrive en matinale, là, il a déjà une audience, il sait ce qu'il veut. Et voilà. Et donc, nous, notre pari chez Arcane, c'est de dire on va identifier ceux qui émergent et à un moment donné, on va travailler avec eux. Mais on se sera connu avant même qu'ils soient très connus. Donc ça a été notre pari, qui est le renouvellement générationnel des gens qui comptent et qui font l'influence. Donc chez Arcane, c'est assez marrant parce que tu as des consultants qui connaissent les médias très traditionnels, du patron de rédaction au pigiste, mais il y en a qui bossent avec des activistes du climat et qui se retrouvent le week-end à faire une marche du climat en mode green et planète. Il y en a qui vont aller à la marche des fiertés. Donc, en fait, nos consultants sont aussi des gens extrêmement engagés qui réseautent dans tous ces arcanes et qui apportent ça à nos clients. Parce que souvent, nos clients, au début, en tout cas, ils avaient un peu peur de ce nouveau monde. C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut expliquer comment on travaille avec un journaliste, il fallait expliquer comment on travaille avec un influenceur, un activiste ou autre. Voilà. Donc, on arrive sur le marché en disant... on va être la relève du conseil en influence. C'était un peu là aussi audacieux parce que j'ai beaucoup de respect pour mes aînés qui sont encore là et qui seront là encore pendant longtemps. Mais en tout cas, quand on est entrepreneur, il faut arriver avec une promesse. Et donc ça, c'était un peu ma promesse. La deuxième idée d'Arcane, c'était de dire les entreprises, elles sont de plus en plus interpellées par des questions sociétales. Et un dirigeant... il gère sa boîte, il a son PNL et tout ça. Mais dans son quotidien, il y a plein de nouveaux sujets.
plein d'interpellations de la société civile. Ça va être un dirigeant qui peut être exposé au débat sur l'avortement aux États-Unis, à la loi du plomb, au PFAS, au boycott en Israël. Tous ces sujets se sont invités dans le quotidien des dirigeants. Et donc, en fait, à un moment donné, ils ont aussi besoin d'apprendre à naviguer dans ce sociétal. Et donc, c'est ce qu'on appelle faire société, qui est la reconnaissance que les entreprises font face à une sociétalisation de plus en plus grande du monde dans lequel elles vivent et que du coup, elles doivent apporter des réponses. Sinon, il y a des boycotts, sinon, il y a des choses pas cool, parce que les consommateurs et les candidats ou les employés jugent aussi les dirigeants et les entreprises sur leur capacité à dialoguer avec la société. Donc ça a beaucoup changé. C'était globalement nos 2 promesses de création. Pourquoi est-ce qu'une entreprise doit avoir une stratégie d'influence? Pourquoi est-ce qu'une entreprise doit communiquer? Pourquoi est-ce que tu conseilles de s'engager, le leader politique? Tu vois, qu'est-ce qui a changé entre peut-être il y a 10 ans et aujourd'hui? Il y a eu le Covid. Je pense que le Covid a été un moment où la société civile a regardé les entreprises. Elles se sont mises à faire des gels hydroalcooliques, des masques et des choses comme ça. Et du coup, il y a eu quand même une bascule de l'entreprise peut être un refuge, peut être un acteur sociétal, avoir une contribution. Donc là, il y a eu vraiment une bascule au moment du Covid. Et on a vu à quel point les entreprises ont pris le relais des États. Et donc, on s'est mis à aimer les entreprises. Il y avait plein de sondages qui disaient que on n'aimait pas les patrons, on n'aimait pas les entreprises. Et ça, il y a eu une bascule après le Covid. Et donc, on voit de plus en plus de dirigeants à ce moment-là parler d'engagement. Ça a été la grande période des raisons d'être, où chacun écrivait avec des jolis mots la raison d'être de leur entreprise. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu raconter à travers le symbole du pop et du leadership pop. C'est que c'est une ère dans laquelle, effectivement, les entreprises et les dirigeants doivent assumer d'être des acteurs de société. Et donc, en fait, c'est ça le leader pop pour moi. C'est un leadership qui est populaire, ouvert et politique. C'est-à-dire, populaire, c'est quelqu'un qui se met à hauteur d'homme. Donc, ce n'est pas un leadership descendant, c'est vraiment dans l'arène, à hauteur d'homme, en toute altérité, pour prendre le pouls de la société. Il y a encore beaucoup de dirigeants qui sont en position de surplomb, en position d'autorité, et donc qui passent à côté d'une connexion avec leurs parties prenantes. Donc ça, c'est populaire, et en général, on voit que les leaders qui sont connectés à la population deviennent populaires. On le voit. L'ouverture. Alors l'ouverture, c'est l'ouverture à l'autre, mais c'est l'ouverture à soi. Moi, j'ai un combat sur le fait que le dirigeant, il doit être ouvert à lui-même en mode introspection. C'est difficile d'être dirigeant. Et donc, si on ne se connaît pas un peu, c'est pas simple de diriger et de gouverner. Et donc, moi, j'invite les dirigeants à faire ce boulot de mieux se connaître pour s'aligner. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas de performance chez les dirigeants s'il n'est pas aligné. Je vois certains, quand ils sont écartelés dans leurs histoires ou dans leurs croyances, ils ne délivrent pas du tout la même performance. Et donc ça, c'est l'ouverture. Et puis politique, c'est ce que toi, tu décris. C'est pas faire de la politique. C'est croire à la chose politique publique, à une cause. Et donc se dire, je gère une entreprise, mais je reconnais que je peux avoir un rôle politique dans la société. Donc c'est vraiment ça le pop leadership. Je me suis inspirée du pop art, puisque le pop art en fait trouvait sa source d'inspiration dans la société de consommation. Moi j'ai un peu dit ça, j'ai dit le leadership doit trouver son inspiration dans la société civile. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Et la raison pour laquelle moi j'encourage les patrons et patronnes à être des leaders pop, mon idée n'est pas de plaquer un modèle, attention, on a le droit d'être pas pop du tout à partir du moment où on est aligné. C'est juste que j'ai trouvé qu'il y avait une résonance dans notre société. Alors c'est intéressant parce que, d'ailleurs je fais une parenthèse, mais en ce moment, avec tout ce qu'on voit aux États-Unis, avec l'heure des prédateurs, les rapports de force, le retour du management brutal et prôné par Zuckerberg, on est très loin du pop. Ça m'a beaucoup interrogée. Je me suis dit, Trump m'a complètement déclassée et démodée. Je pense quand même que les dirigeants pop, c'est bon pour le business. C'est-à-dire que c'est bon pour leur propre alignement à eux, mais c'est bon pour le business parce que ce que je vois autour de moi, c'est qu'en général, c'est des patrons qui engagent mieux leurs collaborateurs parce qu'ils partagent un truc, qu'une relation beaucoup plus proche avec les clients.
qui peuvent séduire des consommateurs, qui peuvent désarmer des activistes. Donc, en général, je trouve qu'il y a plutôt des bienfaits aussi pour le business dans le pop leadership. Tu vois, moi, je suis convaincu que ça sert le business, mais toi, avec ton œil d'expert, pourquoi est-ce que les entreprises doivent faire ça, en fait ? Moi, je pense que déjà, faut peut-être expliquer aussi la différence entre l'influence et la communication. La communication, c'est quand je me paye une campagne de pub pour dire à quel point je suis super. L'influence, c'est quand d'autres disent que je suis super. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de pouvoir et d'impact dans l'influence que dans la communication. Je pense que là-dessus, on a changé d'air. Donc, dans des budgets com, ça vaut le coup de faire un mix et d'essayer d'autres choses. Et je pense que c'est ce que les entreprises ont fait. Moi, ce que je vois dans l'impact de l'influence, c'est sur la réassurance des consommateurs. Une entreprise qui parle de ses engagements green pour le climat, alors que ses consos sont extrêmement sensibles à cela, ça compte. Ça compte dans l'acte d'achat. Si on prend l'exemple de Bell, qui est un groupe formidable français qui se développe à l'international, qui a des marques très fortes, eux, c'est des gens très, très engagés. Et en fait, ça marche sur les ventes. Si je prends L'Oréal, pareil, qui a des engagements écologiques très forts avec leur programme L'Oréal for the Future, ça marche aussi. Donc, je pense tout simplement que faire savoir les engagements de l'entreprise, quels qu'ils soient, plutôt en faveur de la planète et des people, ça a un impact business. Alors moi, je ne peux pas le tracer, c'est dans mon métier, même si on a des expérimentations qui montrent, voilà. Mais on voit l'engagement, de toute façon, on le voit par exemple sur les réseaux sociaux. Si on prend des sujets comme ceux-là, des sujets d'engagement de l'entreprise ou du dirigeant et qu'on va sur les réseaux sociaux, on fait des taux d'engagement beaucoup plus forts que sur une communication classique. Donc, mais c'est vrai que ça reste difficile à démontrer. Comment tu vois les choses évoluer, tu vois, comment est-ce qu'on arrive à suivre voilà, les émergents? Tu disais quelqu'un peut émerger. Enfin, si on prend Guillaume Play et Legend, dans l'espace de 3 mois, il a créé le podcast le plus écouté de France. Tu vois, comment est-ce que toi, ça transforme ta façon de travailler? Ça transforme ma façon de travailler parce qu'il faut un jeu de jambes et une agilité de dingue. C'est-à-dire que globalement, avant, notre terrain de jeu, c'était la presse traditionnelle. Et maintenant, il faut qu'on soit à l'affût. Il faut qu'on détecte ceux qui seront les stars de demain. Et donc, qu'on ait un peu du flair sur le potentiel des réseaux divers et variés. Ça peut être un think tank, une conférence, et tout ça. Donc, c'est beaucoup de flair, c'est beaucoup de rencontres. Il y a aussi beaucoup de bullshit dans tout ce nouveau monde. Donc, il faut faire la part des choses. Et ça, on le voit parce qu'il y a ceux qui sont sérieux, qui bossent. Et il y a ceux qui le font pour des mauvaises raisons. Exister, un peu d'ego ou tout ça. Donc ça a totalement changé notre métier. C'est pour ça que les consultants, enfin les arcaniens, leur job, c'est d'être dehors, à renifler, à flairer l'air du temps. Et à des personnalités qui émergent. Exactement. Et voilà. Donc ça, c'est... Mais du coup, ça rend le job beaucoup plus intéressant que de travailler juste avec les 3 médias économiques qui comptent. L'autre chose, c'est que oui, notre métier va être disrupté par l'IA, si je vais prendre ça, parce que la production de contenu, des choses comme ça va... voilà, donc on s'y met. Mais du coup, moi, je suis très positive sur l'impact de l'IA sur mon métier. C'est-à-dire que là, j'étais aux États-Unis et là-bas, dans les agences, il y a des licenciements massifs à cause de l'IA. Et moi, au contraire, je vais maintenir mes équipes, mais je vais leur dire de travailler différemment. Ça veut dire que notre métier, c'est la relation. Et la relation, ça se fait pas. Jamais ChatGPT va remplacer la relation que toi et moi, on pourrait nouer. Et donc, les arcaniens, je leur dis, on mise tout sur la relation. Et le temps que vous économisez avec l'IA, vous devez le mettre sur la relation. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est soyez dans le bureau de vos clients. Ça ne sert à rien, les visios. En plus, maintenant, l'IA, elle enregistre la visio et tout ça. Donc, soyez dans le bureau de vos clients. Donc, c'est une relation intuitive personnée. Et ça, pareil, c'est pas l'IA qui va la remplacer. Et puis, la troisième chose, c'est l'écriture.
On fait des tests parfois, on s'amuse à écrire des discours. Nous, on écrit beaucoup pour les dirigeants. Et donc, on fait des tests entre un discours écrit par l'IA et nous. Et en fait, je vois à quel point notre travail, quand il y a un esprit critique, quand il y a une analyse, quand on pousse le geste, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, comme on fréquente les dirigeants, on connaît leurs mots, on connaît leur attitude, on connaît leur personnalité, et donc on se met dans leurs shoes pour écrire. Mais ça, jamais une IA, la plus performante soit-elle, elle y arrivera. Donc, il ne faut pas être dans le « ou », on est dans le « et ». Mais en tout cas, là où moi je suis positive par rapport à l'IA, c'est qu'en créant Arcane, j'ai voulu vraiment faire de la haute couture. Moi, je suis consultante, je suis chef d'entreprise, mais en fait, je me définis comme une consultante parce que je suis avec mes clients. Et en fait, l'IA va nous permettre de faire encore plus un modèle de haute couture. Quelle est la jonction entre la consultante que tu continues d'être et vraiment la dirigeante? Pendant des années, moi, je disais je suis chef d'entreprise et on me disait mais non, tu es consultante. Et c'est ce que tu décris, c'est-à-dire on a l'impression que nos boîtes, ce n'est pas des entreprises comme les autres. Sauf qu'on a des salaires à payer, il faut être une great place to work, il faut prendre des engagements. Enfin, juste les gars, ok, quoi. Enfin, on est des chefs d'entreprise. Et donc, j'avais un peu lâché l'affaire. Je m'étais dit, bon, bah ok, il y a écrit consultante sur mon front, il faut que je vive avec ça. Il y a un truc qui m'a réparé, c'est que j'ai eu un prix de l'entrepreneur de l'année. On s'en fout un peu d'avoir des médailles et tout ça, mais juste c'était ma réparation. Parce que pour la première fois, et c'était il y a 2 ans, donc il en a fallu des années d'entrepreneuriat, j'ai eu le sentiment d'être reconnue comme une vraie chef d'entreprise. Et d'ailleurs, maintenant, on me dit t'es pas assez consultante, t'es trop entrepreneur. Donc, je sais jamais où il faut se situer. Néanmoins, en fait, moi, je revendique qu'on est une entreprise comme les autres. Et on a les mêmes problématiques que n'importe qui. Tu vois, hier, j'étais à Big. Et ben, je me suis sentie comme eux, comme ces chefs d'entreprise, entrepreneurs ou pas, mais qui ont les mêmes problématiques que moi. Donc, voilà. Et en même temps, je me suis dit, ben, puisqu'on me dit que je suis consultante et on me renvoie à consultante, eh bien, je vais montrer à quel point c'est noble d'être consultant et que ce n'est pas que vendeur de tapis. Mais pour que ça ne soit pas vendeur de tapis, ça veut dire qu'il y a une exigence du métier. Il faut être dans le fond, il faut être dans les idées, il faut être dans la proactivité, il faut surprendre nos clients. Donc c'est exigeant, c'est beaucoup de travail, parce que c'est ce que je te disais, avoir le 06 de quelqu'un, ça ne suffit plus. Donc moi, la façon dont j'ai contourné le problème, c'est d'être une bonne consultante. Et voilà, moi j'ai certains clients, je les ai depuis 2008. Et je pense que je suis une bonne consultante. Mais c'est vrai que c'est toujours... On est très écartelés. Et je trouve ça très injuste pour les dirigeants du conseil. Tu conseilles encore aujourd'hui dans ta position avec la taille d'Arcane ou tu pitches et puis ensuite tu as des équipes? Non, je fais que ça. Moi, j'ai créé Arcane et ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai créé Arcane. Quand je dirigeais Elan Edelman, on a fait une croissance rapide et on était plus de 150. Et moi, je ne faisais plus mon métier. Je faisais du reporting, des RH, de la compta, mais je n'étais plus consultante. Et quand j'ai créé Arcane, j'ai dit, je vais tout organiser pour être consultante. Et donc, je suis consultante, j'ai mes clients, soit ceux qui sont les plus compliqués en termes d'enjeux, soit ceux qui me font le plus kiffer, donc je choisis. Mais je suis consultante. Soit ceux qui sont les plus compliqués tout court. Aussi, voilà, ou la crise qui te tombe dessus, voilà, parce que l'expérience compte. Et du coup, j'ai organisé Arcane pour pouvoir faire ça. Et donc, ça veut dire que j'ai 3 personnes sur lesquelles je mise. Ma DAF, que j'ai la même depuis 2008. Antoine, qui est DG. Camille, qui est secrétaire générale. Et ils sont tout jeunes. Et je leur transmets l'art de gérer une entreprise. Et donc, j'adore transmettre. J'adore leur apprendre, donc je ne le fais pas en direct, je fais faire. Donc ce qui est aussi une éducation parce que parfois j'ai envie d'y aller. Et puis je me suis entourée d'une équipe de directeurs. J'ai misé sur eux dans un monde où le monde des agences d'influence, c'est très pyramidal et on fait pas...
ne met pas en avant forcément les N-1, N-2 des dirigeants, des patrons d'agence. Moi, j'ai dit, même le stagiaire, il va bosser avec moi. Même le consultant senior, il va rencontrer un patron et il viendra avec moi dans les réunions. Donc, c'est un système qui est très transversal, très horizontal, où j'ai décidé de miser sur la jeunesse. De toute façon, pour être la relève du conseil en influence, il y a un peu... il faut l'incarner. C'est vraiment comme ça que j'arrive aujourd'hui à être consultante. Et du coup, je suis sur les dossiers pour mes clients avec mes équipes. Donc, je forme les équipes. Et ça, je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est de les voir grandir. Tu as eu des moments particulièrement difficiles dans ta carrière, enfin des erreurs Oui, quand j'ai vendu Elan à Edelman, d'ailleurs, c'est toute l'introduction de mon bouquin, je me suis perdue. Je me suis perdue dans la leader que j'étais. C'est-à-dire que je venais de vendre Elan à Edelman. J'étais très fière, j'arrivais chez les Américains et eux, ils attendaient de moi quelque chose de très statutaire. T'es présidente, Marion, donc t'es très top-down, très autoritaire. C'est vraiment ce qu'ils projetaient de ce qu'ils attendaient du CEO d'Edelman Paris. Donc moi, j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai obéi et je me suis vraiment perdue. C'est-à-dire que je suis nulle pour mener des gens avec de l'autorité et du top-down. Moi, je suis bonne dans le bottom-up, dans la consultation, dans l'énergie. Et voilà. Et donc, cette fusion que j'avais faite, je venais de vendre Elan à Edelman. Et en fait, on sous-performait, mais c'était un truc de fou. En plus, j'avais un earn-out, donc il fallait que je délivre. Et en fait, moi qui avais performé toute ma carrière, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marchait. Les clients partaient. Les équipes démissionnaient, c'était une cata. Et du coup, ce que j'ai fait, et c'est ce que je raconte dans le livre, parce que j'ai écrit ce livre pour raconter mes erreurs de leader. Je suis partie en Inde pendant 2 mois. Et donc, je suis allée dans un ashram et j'ai vraiment fait une introspection. Et c'est aux côtés du patron du ashram que j'ai compris et que je me suis réalignée. Parce que je voyais cet homme diriger un ashram avec 400 personnes. On faisait la cuisine, il fallait faire plein de trucs. Et en fait, jamais il était dans une posture d'autorité, jamais il dictait pas les choses. Et pourtant, je peux te dire que le ashram, il marchait, mais comme une entreprise. Et tout simplement parce que cet homme, il était aligné et c'était son énergie. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais pas dans cette énergie de leadership. Et donc, je suis revenue en me connaissant un peu mieux, en disant mes erreurs, en disant à mon patron, je me souviens, je vais pas le faire comme ça, je vais le faire autrement. Il m'a dit, bon, tant que l'EBITDA est là, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. On revient au basique. Voilà. Et voilà. Et en fait, j'ai trouvé que c'était extrêmement dur de jouer un personnage. C'est pour ça que je te disais, je ne crois pas qu'un leader peut être performant quand il est désaligné. En fait, il faut être soi. Et c'est quand tu es toi-même que tu es bon. Donc ça a été une énorme erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est un apprentissage, plutôt. C'est plutôt un apprentissage. Comment est-ce que tu apprends, du coup? Comment est-ce que tu t'améliores avec le parcours que tu as eu s'entourer de mentors. Par exemple, quand j'ai fait ma levée de fonds, j'ai pris vraiment un fonds extrêmement bienveillant, mais qui me challenge et qui m'aide à décaler mon point de vue. Ça sert à ça, une levée de fonds. Nous, on n'avait pas spécialement besoin d'argent, mais on l'a fait. Enfin, moi, je l'ai fait pour ne pas être toute seule. Et ça, donc, c'est bien. Accepter d'aller demander de l'aide et de poser des questions. Ça, à ma place, tu ferais quoi? Ce qui a été très difficile pour moi parce que, comme j'avais un profil un peu de bon élève, du coup, je n'osais pas toujours. Il y a ça. Il y a le fait de se laisser challenger par ses équipes. Et moi, c'est vrai que je travaille... il y a des gens avec lesquels je travaille depuis 20 ans. Il y en a beaucoup chez Ercan. D'autres depuis 10 ans. Et en fait, comme on se connaît, ils osent me dire, là, Marion, tu déconnes, ou franchement, là, je le ferai pas comme ça. Et j'aime pas les gens qui me disent pas les choses. Et il y a des gens, ils disent jamais les choses au patron. Donc ça, je trouve ça pénible. Je rencontre beaucoup de gens. Je décale beaucoup mes cercles. Nous, on vit, comme toi, dans des cercles où tout est normé, formaté.
Et donc, moi, je vais aller rencontrer des plus jeunes, faire une manif, un concert de rap, et je vais aller dans la fosse. Alors, en fait, j'ai besoin de prendre le pouls. Et puis, la dernière chose que je fais, c'est que je pars 1 à 2 fois par an seule. Alors, toi, tu pars dans les montagnes. Moi, je vais en Inde ou ailleurs. Et en fait, la solitude me ressource. La solitude, la marche dans les montagnes de l'Himalaya avec juste un sac à dos et un Sherpa. Tu as l'air d'avoir une relation particulière avec l'Inde. Oui. C'est historique, enfin, c'est de tout temps. Non, je sais pas. Je pense que j'ai dû avoir une première vie là-bas, j'en sais rien, sur les bords du Gange. En fait, moi, je suis quelqu'un d'assez spirituel. Et parce que je crois qu'il y a un truc au-dessus de nous qui nous guide. On l'appelle comme on veut. Et en Inde, j'ai découvert ça. J'ai découvert sur les bords du Gange, quand il y a les cérémonies des morts, où les corps s'en vont, avec ces petites lumières. Pour moi, ça a été une révélation. J'aime la nature, j'aime les gens. Donc voilà, donc l'Inde, c'est spirituel. Et quand je me vois vieillir, je me dis... je serais comme Mère Teresa à Calcutta, à m'occuper des enfants. Donc ouais, j'ai un truc vraiment avec l'Inde. C'est difficile à expliquer. Non, c'est intéressant. Mais voilà, c'est une énergie, en fait, que je vais rechercher là-bas. Et le fait de partir seule... complètement seule. Ah, toujours. Ouais. Toujours. Je ne supporte pas de partir... alors, je pars en vacances avec des gens et ma famille, mais l'Inde, où là, je pars dans une semaine, c'est seule. J'ai besoin d'être seule. On voit de plus en plus de gens se le permettre, en fait. Ce qui n'était pas forcément... C'était tabou avant. Ouais. C'était un énorme tabou. Et les dirigeants assument maintenant que pour être performants, parce que en fait, il faut voir, nos clients, ils ont besoin d'être performants tout le temps. Moi, je suis très admirative. C'est devenu très difficile d'être dirigeant. Ça va très vite. Le monde, c'est du n'importe quoi. Tu te lèves le matin, Trump, il a fait un truc. C'est un des points que je voulais développer, effectivement, sur le côté performance et sportif de haut niveau. Et en fait, et performance mentale. Un sportif, il doit être bon le jour de la compétition. Là où le dirigeant d'entreprise, en fait, c'est tous les jours la compétition. Tu es tout le temps. Tu dois être performant tout le temps. Exactement. Et je pense que maintenant, c'est moins un tabou. On parle de plus en plus du moral. En fait, avant, on parlait du moral des patrons. Il y a toujours des études. Toujours des baromètres. Ouais. Voilà, toujours. Et maintenant, on parle de la santé mentale des dirigeants. Tu vois, la sémantique a évolué. Alors, c'est aussi parce qu'il y a moins de tabous sur la santé mentale, mais en tout cas, je pense qu'il est admis qu'un patron doit être performant dans la durée. Et pour être performant, c'est à lui de trouver ses moteurs. Donc, tu as ceux qui font du vélo, ceux qui font du sport, et je comprends que c'est une source de récupération. J'ai pas mal de dirigeants qui font beaucoup de méditation. Voilà, donc à chacun de trouver la façon de se ressourcer, mais c'est obligatoire. À quel moment tu arrêteras ? Sur mon secteur, les gens attendent trop longtemps pour partir. Or, on fait un métier où tu peux être vite déclassé. Parce qu'on vend notre réseau. Alors certes, on vend l'expérience, donc c'est génial parce que on est moins daté qu'un publicitaire dans le monde de l'influence, parce que quand tu as vécu des crises, tu peux mieux accompagner tes clients. Mais néanmoins, il y a un moment donné où je ne pense pas que ça soit une question d'énergie, parce que moi, je connais des gens de 75 ans qui ont une énergie de dingue, mais c'est vraiment cette compréhension dans le monde dans lequel tu vis et ne pas louper les virages qui vont faire que ta boîte va rester innovante et en avance. Et donc, moi, ma peur, c'est le déclassement. C'est d'être une vieille communicante. Ça, je trouve ça horrible. Et en plus, tu le disais, on est dans des modèles où vendre sa boîte, c'est compliqué parce qu'on est sur des business people et que les investisseurs détestent ça. Et donc, quand j'ai créé Arcane, j'ai déjà anticipé la fin. Non pas en me disant qu'il y a une DLC, mais en me disant... oui, il y a une DLC qui est la mienne, c'est-à-dire que je ne ferai pas ce job jusqu'à 70 ans, ou je le ferai différemment, parce que j'ai envie d'avoir ce projet en Inde à côté. Et je veux organiser les choses pour qu'il y ait des successeurs. Alors, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais quand j'ai fait la levée de fonds, j'ai créé une Manco, j'ai ouvert le capital à des jeunes, dans un secteur où les fondateurs ouvrent très peu le capital. Très, très peu. Là, ça se fait de plus en plus, mais il y a quelques années, ça ne se faisait pas. Donc, en fait, j'ai créé Arcane avec cette idée de
puisqu'on est la relève, moi un jour, il y aura ma propre relève. Voilà. Donc voilà, donc je sais pas jusqu'à quand ça m'amène. Tu avais déjà réfléchi en créant. En créant Arcane, ça a été déjà. Comment est-ce que je la transmets Comment je la transmettrais avec un rêve qui serait que les gens à qui je mets le pied à l'étrier puissent reprendre. Ça, c'est mon rêve. Après, ce que j'ai compris, puisqu'on m'avait dit qu'on savait jamais quand est-ce qu'on arrêtait et qu'on vendait sa boîte, il n'y a aucune idée reçue, il n'y a pas de schéma. J'ai aussi envie de me laisser surprendre et surtout de ne pas m'enfermer dans des schémas. Mais voilà, quand tu crées un bébé, tu te dis, ça serait cool que ça dure. On verra. Si en 3 mots, une phrase, tu devais dire les clés de l'influence aujourd'hui, tous les patrons d'entreprise devraient faire ça. D'être singulier, de dire ce qu'ils pensent, d'affirmer des opinions. Parce qu'il n'y a pas de leader. Voilà, on en revient à... Quelle que soit ta singularité, il faut qu'il y ait une empreinte, il faut qu'il y ait une trace. Il ne faut pas qu'on s'ennuie, quoi. Voilà. Et ça, les dirigeants l'ont compris. On est dans un moment en ce moment où il y a de plus en plus de dirigeants qui speak up. Ils ouvrent leur bouche parce qu'il y a aussi un ras-le-bol et tout. Ils veulent même faire la manif avec Patrick Martin. Et donc là, on est dans ce moment-là de j'exprime mes opinions, j'exprime ma singularité. Et du coup, ça rend mon métier vachement plus intéressant parce qu'avant, on était dans l'ère des éléments de langage. C'était super chiant. Tous les patrons se ressemblaient. Et là, vraiment, il y a un truc. Singularité. La deuxième chose, c'est l'influence, c'est bien, mais il faut diriger son business. Il faut livrer son business. Il y a aussi des dirigeants qui, emballés et emmenés dans le faire savoir, oublient le faire. Et à un moment donné, il faut livrer l'EBITDA, son cours de bourse et tout ça. Et ça, c'est extrêmement important, surtout en ce moment, de rester extrêmement ancré. Et donc, il faut aussi gérer la rareté de ta parole, de ta présence, de ta proximité. Il faut aussi savoir un peu créer de la rareté pour mieux revenir. Et puis, 3, c'est d'être vraiment connecté à ce qui se passe. Les dirigeants n'ont pas le temps de tout lire, n'ont pas le temps de tout entendre. Et donc, il faut se débrouiller pour être connecté. Ça peut être un dirigeant qui, grâce à ses enfants, va découvrir des sujets. Moi, je dis aux dirigeants, allez sur le terrain, allez vous balader dans les parcs, faites des déjeuners avec des jeunes. On a un client pour lequel on fait des dîners avec des jeunes régulièrement. C'est extrêmement rafraîchissant. Donc c'est comme ça qu'il va s'inspirer et sinon il est déconnecté. Ça fait vraiment des vieux schnocks. Donc voilà. Restez connecté. Ouais, restez connecté. On va rester là-dessus. Merci beaucoup Marion pour ce moment ensemble. Je te souhaite le meilleur pour Arcane. Beaucoup de succès, beaucoup d'épanouissement. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci Marion, à bientôt. Merci beaucoup Arnaud. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage. BDO.